Dans cette deuxième station, nous allons découvrir la Société des gens de lettres à son apogée, lorsqu'elle devient véritablement la vitrine de la culture française, la vitrine de la littérature française. Ce ne sont, vus de l'extérieur, que réceptions, expositions, inauguration de statues, bals, dîners mondains. Mais derrière cette façade, il y a un travail culturel, social et juridique extrêmement important. Quelques chiffres pour vous montrer l'évolution, cette expansion de la Société des gens de lettres. 85 membres à sa fondation. Au cinquantenaire, en 1888, 1625 auteurs sont passés par la Société des gens de lettres. Et 100 ans plus tard, à la fin des années 80, 1980, nous déposons aux archives nationales 40 000 dossiers d'auteurs et nous gardons 12 000 dossiers qui constituent notre fichier vivant à l'hôtel de Massa, notre siège social. Depuis 1891, la Société des gens de lettres est reconnue d'utilité publique. Elle est un élément essentiel dans le paysage littéraire de la France. Pour évoquer cette période et tous les écrivains qui ont passé par la Société des gens de lettres, j'ai réuni quelques objets, quelques documents un peu rares ou facétieux. Ici, vous avez le porte-plume de Robert de Montesquieu. Robert de Montesquieu, écrivain, le grand dandy de la fin du XIXe siècle, qui a servi de modèle, dit-on, au baron Charlus dans la recherche du temps perdu de Proust. Ce stylo, il l'avait offert à un ami, Joseph Reynaud, qui était administrateur de la Société, avec ce poème que Françoise Henry va vous lire. La collection de calames que dispose Joseph Renaud contiendra des plumes de flamme avec des plumes de lino. L'esprit y met sa plume d'oie près de sa plume de métal, la tige qui résiste ou ploie est tantôt d'ambre ou de cristal. Or, y voici, plein de syntaxe, de mots précis, de rêves flous, le bleu porte-plume de Saxe de Robert de Montesquieu. Merci Françoise. Nos collections donc, vont s'enrichir au fur et à mesure, non seulement des courriers que l'on échange avec les écrivains, mais de véritables collections d'autographes qui nous sont léguées au fur et à mesure. Et de la collection des lettres envoyées à Kurnonski, le grand critique gastronome de la fin du XIXe siècle, j'ai isolé quelques enveloppes de Willy, le mari de Colette. Alors nous avons des lettres de Gide, de Pierre-Louis, de tous les correspondants de Kurnonski, mais ces enveloppes et ces cartes qui sont enrichies de petits dessins coquins, de petites femmes nues, nous font toujours sourire. La correspondance que Willy envoyait à Kurnonski. À peu près à la même époque, aux alentours de 1900, un auteur russe, Ossip Lourier, a entrepris une collection de photographies d'écrivains, les collections de photographies dédicacées, parce qu'elles sont toutes dédicacées. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. En 1900, c'était un petit peu plus rare. Et vous avez donc ici Émile Zola, qui nous fait une belle dédicace, Ibsen, qui nous a fait une dédicace encore plus belle, mais au verso, et François Copé qui nous dit qu'il s'agit d'un ami de la Russie, comme tous les Français. Ça résonne un peu bizarrement 120 ans plus tard. Donc une collection de portraits photographiques et une collection de portraits dessinés. En 1935, le peintre Marcel Frère assiste au Congrès international des écrivains et il croque les orateurs sur la tribune. Et il a la bonne idée de demander que chaque écrivain signe le portrait qu'il a fait d'eux. Et donc nous avons ici un superbe portrait d'Aragon qu'il a signé lui-même, ainsi que Huxley et que Pierre Abraham. Donc toutes ces collections, il y a à peu près 10 000 autographes qui restent à la Société des gens de lettres, outre les 40 000 dossiers qui ont été versés aux archives nationales.
toutes ces collections se sont enrichies au fur et à mesure. On ne peut pas évoquer non plus les écrivains qui sont passés par la Société des gens de lettres sans faire un petit flash sur les femmes écrivains qui ont adhéré à la Société des gens de lettres. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous n'avons pas à rougir de la représentativité des femmes à la Société des gens de lettres. En 1888, aux 50 ans de la Société des gens de lettres, on dénombre près de 9% de femmes écrivains à la Société des gens de lettres. C'est loin de la parité, allez-vous me dire, mais si on se rappelle que, selon les statistiques de la Bibliothèque nationale, il y a entre 2 et 3% de femmes écrivains à l'époque, nous n'avons pas à rougir de la représentativité. En revanche, on peut rougir des réactions un peu machistes que les membres du comité ont parfois eues face aux femmes qui entraient au comité. La première femme à entrer au comité après George Sand a été Jeanne Loiseau. Déjà, rien qu'en citant son nom, je suis obligé de citer 4 noms et ça nous donne une idée de la difficulté pour une femme de se faire reconnaître dans les lettres. Jeanne Loiseau, oui, c'est son nom de jeune fille. Elle portera les noms de ses 2 maris, Jeanne Pomaret, Jeanne Lacause, et son pseudonyme est un pseudonyme masculin, Daniel Le Sueur. Daniel Le Sueur, Jeanne Loiseau, est entrée à la Société des gens de lettres en 1892, après un grand scandale, parce qu'elle a été refusée plusieurs fois, et elle était connue à l'époque, ce scandale a rejailli dans toute la presse. Elle est entrée en comité en 1907 et a tout de suite organisé le denier des veuves. Donc, comme son nom l'indique, une aide qui est donnée aux veuves des écrivains, qui est toujours distribuée aujourd'hui, et d'ailleurs c'est devenu un denier des veuves et des veufs, parité oblige. Elle aurait pu mener à bien ce projet très rapidement si, en 1910, n'avait éclaté un incident. Une femme au comité, c'est déjà pas mal, mais certains ont cru qu'elle allait briguer la présidence. Elle a donné sa démission et le président de l'époque a pris sa défense dans un article, dans une allocution au comité que ce registre du comité a conservé et que va vous lire Françoise. Madame Danielle Le Sueur demande à s'expliquer sur un fait personnel. On a prétendu qu'elle préparait sa candidature à la présidence d'une façon qui pourrait embarrasser telle de ses amis qui accepteraient cette haute fonction. Madame Danielle Le Sueur proteste énergiquement contre de tels propos qui sont en contradiction avec le désintéressement et la réserve dont elle a fait preuve en partageant les travaux du comité. Elle juge qu'un projet de présidence féminine nuirait à la camaraderie que la présence d'une femme au comité était destinée à établir entre tous les éléments de la société. Le président répond que si de tels propos ont été tenus, il les déclare injustes. Madame Danielle Le Sueur est entrée au comité, non pas comme femme, mais comme écrivain. Tous les membres de la société ayant les mêmes devoirs ont des droits égaux. Le président rend justice au mérite de Danielle Le Sueur, qui a montré depuis sa présence au comité l'exemple de l'assiduité et du dévouement. Danielle Le Sueur, Jeanne Loiseau, va réintégrer le comité en 1911, fort heureusement pour le denier des veuves, qui va pouvoir prendre l'essor grâce à elle. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous montrer cette photo du comité en 1913, où Jeanne Loiseau est la seule femme et la seule petite tache blanche dans cet aréopage masculin tout en noir.